Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous passons aujourd'hui à la dernière leçon de notre thématique sur l'Amérique. C'est donc la leçon numéro 3 qui s'intitule États-Unis, Brésil, quelle dynamique territoriale. L'objet de cette leçon, c'est la comparaison des territoires américains et brésiliens. Donc vous savez que c'est une leçon qui est en appui des deux cartes que vous avez à apprendre pour le bac, celle sur les dynamiques territoriales aux États-Unis que je montre à l'écran et celle sur les dynamiques territoriales au Brésil également à l'écran. Et lorsque vous allez comparer, vous allez voir les territoires, vous allez vous rendre compte qu'il y a à la fois des points communs, notamment dans la façon dont ces territoires ont été construits, mais il y a également aussi des différences dans la façon dont ces territoires ont été mis en valeur, aménagés et parfois même maîtrisés. Alors, on va tout de suite commencer par le grand 1, les fondements des dynamiques territoriales. Le petit 1 parlera des réserves d'espace et des ressources abondantes. On va commencer par une vidéo qui parlera du Brésil avant tout. On va présenter ces deux aspects-là. On en rediscute juste après. Voici le Brésil sur la carte du monde. Avec 8,5 millions de kilomètres carrés, le pays occupe à lui seul la moitié de l'Amérique latine. D'ailleurs, on perçoit mieux cette taille continentale en comparant une carte de l'Union européenne à une carte du Brésil à la même échelle. 40% de la superficie du Brésil est occupée par la forêt amazonienne. Il y a aussi une longue façade sur l'Atlantique, ce qui permet l'industrie de la pêche et l'exploitation pétrolière offshore. Le pays a aussi un énorme réseau hydrographique, avec bien sûr l'Amazone. C'est le plus long fleuve du monde, 7000 km, ce qui favorise les barrages hydroélectriques et la production agricole. Le Brésil est une république fédérale avec 26 États fédérés, plus le district de la capitale, Brasilia. L'histoire de ce pays, c'est aussi un peu l'histoire de ses matières premières qui ont fait sa richesse. Il faut se souvenir que le Brésil a longtemps été une colonie du Portugal. Au XVIe siècle, les colons portugais développent sur ce territoire d'abord le bois, qui a donné son nom au pays, le bois de braise, utilisé pour la teinture se dit pau Brasil en portugais, et d'ailleurs le portugais est resté la langue nationale. Après le bois, le sucre va former la base de l'économie du pays. C'est pour exploiter justement les champs de canne à sucre que les colons portugais amèneront de force quelques 3 millions d'esclaves africains, donc une main-d'œuvre à coût zéro, qui économiquement représentera un véritable avantage concurrentiel pour le pays. L'or, qui est découvert au XVIIe siècle, amorce le troisième cycle économique du pays, et il va faire la richesse du commerce mondial de l'époque et en même temps celle de la monarchie portugaise. Et puis à partir du XIXe siècle, le pays, qui devient indépendant en 1822, exporte le café, dont il détiendra jusqu'à 75% du marché mondial, puis le caoutchouc. Voilà, ceci pour vous montrer que le Brésil a toujours été un pays riche, doté d'une grande diversité de ressources, donc du bois, du sucre, l'or, le café, le caoutchouc, et cette richesse a toujours été tournée vers l'exportation. Alors comment fonctionne le pays aujourd'hui? Prenons une carte de la géographie économique du Brésil. On trouve du pétrole et du gaz, des mines de charbon, du minerai de fer, du manganèse, du cuivre, de l'étain, des diamants, il y a toujours de l'or. Le pays produit aussi du maïs, du blé, du café, du soja, du sucre, du tabac et de la viande. Voilà, donc à travers la vidéo que vous venez de voir, je pense que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce territoire brésilien, d'autant que la carte sur le Brésil, normalement, vous la connaissez déjà. Donc la première flèche vous rappelle que les États-Unis et le Brésil sont deux États-continents. Alors États-continents, évidemment, de par leur superficie. Les États-Unis ont une superficie de 9 300 000 km², ce qui représente tout de même 18 fois la France, là où le Brésil a une superficie de 8 500 000 km². Ici, on est aux alentours de 17 fois la France. Alors, ces territoires états-uniens et brésiliens ont été construits progressivement. Alors ça, vous le verrez un petit peu plus tard, donc je ne passe pas trop de temps là-dessus. Par contre, ces deux territoires ont des réserves d'espace abondantes. À la fois l'Alaska, évidemment, pour les États-Unis, entre autres. Et puis pour le Brésil, on a l'Amazonie, tout comme également le Mato Grosso. La seconde flèche vous rappelle peut-être quelque chose qui n'est peut-être pas essentiel pour vous, c'est la façon dont les territoires sont maîtrisés, c'est-à-dire la façon dont les États
ont vraiment la main sur ces territoires, ont une véritable maîtrise. Ici, pour les États-Unis, la maîtrise, elle est totale. Vous le savez, ils ont un réseau de transport, un réseau de télécommunications qui est le plus complet au monde et ça leur permet de maîtriser chaque espace de leur territoire. Pour le Brésil, c'est un peu plus discutable. Il y a certains espaces de leur territoire qui échappent au contrôle, parfois. Alors, on peut citer par exemple une partie de la forêt amazonienne. Pourtant, le Brésil a construit une route transamazonienne pour tenter vraiment de maîtriser au mieux cet espace, mais aujourd'hui, force est de constater que cette maîtrise n'est pas complète. Il y a des espaces qui ne sont pas totalement maîtrisés. Alors, il y a évidemment des espaces parfaitement intégrés, maîtrisés. Donc, regardez par exemple si on observe ici la répartition des différentes lignes de cette compagnie aérienne brésilienne. On voit qu'il y a des espaces qui sont parfaitement desservis et donc sur lesquels on a un contrôle tout à fait complet. Et par contre, vous voyez qu'il y a des espaces qui sont un petit peu plus laissés à l'abandon et donc sur lesquels l'État brésilien a beaucoup moins de maîtrise. D'accord ? Alors évidemment, on va parler de l'Amazonie, mais il y a d'autres espaces sur la carte que vous pouvez également apercevoir. Dernière chose, et c'est notre troisième flèche, l'abondance d'espace, elle est finalement assez source de richesse. Alors évidemment, il y aura des richesses agricoles en nombre. Hein. Alors aux États-Unis, il y a tout de même 3,7 millions de kilomètres carrés de terres agricoles. Donc c'est-à-dire quand même des surfaces qui peuvent être exploitées. On en reparlera un petit peu plus tard dans notre grand 2 sur la puissance agricole des deux États. Le Brésil a un chiffre relativement comparable. Ces deux pays disposent de ressources minérales importantes, mais également des ressources énergétiques, donc à la fois des hydrocarbures, mais ils vont pouvoir également créer de l'hydroélectricité. On parle également de biomasse, ça vous renvoie un petit peu au programme de seconde. Bon, je sais que ça remonte un petit peu, mais normalement vous devez connaître, mais je l'ai quand même rappelé dans le cours ce qu'est la biomasse. Puis évidemment l'énergie solaire qui est pas mal développée aux États-Unis. Voilà en gros pour ces différentes choses. Bon, sachez également si vous voulez coller pleinement à l'actualité que Donald Trump est aussi quelqu'un qui a relancé par exemple l'exploitation du charbon, du pétrole de schiste. Donc l'énergie reste vraiment un point central aux États-Unis et le territoire dispose de ressources importantes. Nous passons tout de suite au petit 2 qui s'intitule Des logiques de construction territoriale comparables. Alors l'objet de ce petit 2 et notamment de la première flèche, c'est de voir comment la construction de ces deux territoires est le résultat de différents facteurs, notamment historiques, économiques. Alors les trois exemples que l'on évoque, c'est à la fois l'histoire du peuplement, la façon dont les colons européens ont commencé à mettre en valeur d'abord la côte est, puis ont progressé vers l'ouest. Progressivement, l'ouverture des économies a permis une nouvelle mise en valeur du territoire, notamment un peu plus vers l'ouest pour les États-Unis, alors que pour le Brésil, on a continué la course vers l'ouest, mais également vers le sud. Et puis aujourd'hui, il y a des logiques nouvelles d'intégration continentale et sous-continentale, c'est-à-dire que par exemple, avec le développement de l'ALENA et du Mercosur, il y a évidemment d'autres espaces qui sont aujourd'hui mis en valeur. Alors la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a une forte valorisation de trois espaces en particulier, et c'est notre seconde flèche. Évidemment, les interfaces maritimes sont parfaitement mises en valeur dans les deux États. Ces interfaces maritimes sont capitales au sein de la mondialisation, à la fois si on pense à la façade atlantique brésilienne, mais également aux façades atlantiques et pacifiques aux États-Unis. Deuxième petit point, on explique que il y a évidemment des espaces frontaliers et transfrontaliers qui peuvent évidemment être mis en valeur. Vous savez que la frontière États-Unis-Mexique, c'est la frontière qui enregistre le plus de mouvements au monde, mais on ne doit pas oublier la frontière États-Unis-Canada, mais également les frontières Brésil, Paraguay, Argentine, toujours dans cette logique pas seulement du Mercosur, mais également des accords sous-continentaux. Et puis dernière chose, c'est notre troisième petit point, il y a évidemment une forte métropolisation dans les deux territoires. Ils sont très attirés par des grosses villes qui aujourd'hui vont capter à la fois des pouvoirs, des activités, d'où le mot métropolisation. Passons tout de suite à notre petit 3 qui s'appelle des potentiels humains. Dans ce petit 3, il y a deux flèches. La première vous rappelle que ce sont deux géants démographiques. Vous l'avez vu dans la leçon précédente, je rappelle les chiffres. 327 millions d'habitants aux États-Unis, 209 millions au Brésil. Dans ces deux États, si l'on regarde une pyramide des âges, notamment celle brésilienne qui est très parlante, on voit qu'il y a une part de la population, notamment celle qui a moins de 15 ans, qui est très importante. Au Brésil, on estime qu'il y a 25% de la population qui a moins de 15 ans, là où aux États-Unis, on est tout de même quand même à 20% de cette part de population de moins de 15 ans. Alors, dans les deux pays, l'accroissement naturel est relativement modéré, 0,6 pour les États-Unis, 1% pour le Brésil, mais cet accroissement naturel, vous le savez parce que nous l'avions déjà également évoqué dans la leçon précédente, il est complété par un solde migratoire élevé. Il y a des migrants en nombre qui arrivent dans les deux pays, évidemment, notamment aux États-Unis, qui est très attractif
à la fois pour des personnes qui cherchent de meilleures conditions de vie, mais également pour une main-d'œuvre qualifiée, c'est le fameux brain drain. Dans notre seconde flèche, un thème très géographique, on parle de densité de population. Les espaces étant tellement gigantesques, les superficies étant tellement énormes, vous avez des densités relativement faibles. 33 habitants au kilomètre carré aux États-Unis, quand on trouve 23 habitants au kilomètre carré seulement au Brésil. Alors, la répartition, vous le voyez sur cette carte, plutôt cette vue satellite des États-Unis de nuit, on voit très bien qu'elle est très inégale. Vous allez avoir une concentration très forte, on l'a dit, au niveau des métropoles. Et puis ici, des espaces où la concentration est beaucoup moins importante, donc avec ici une inégale répartition de la population. Au Brésil, c'est un petit peu le même principe. Vous avez donc des États dans lesquels la population a une densité extrêmement faible et inversement des endroits où la densité de population va être beaucoup plus importante. En tout cas, sur les deux cartes, vous constatez là aussi la grande métropolisation. On voit que 81% de la population est urbanisée aux États-Unis, 84% au Brésil. On termine cette flèche en rappelant que ce sont des pays ouverts avec une véritable mentalité pionnière, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à déménager, à bouger à l'intérieur du pays, d'où une forte mobilité interne. On passe tout de suite à notre grand 2 qui s'intitule Centre et périphérie des États-Unis et du Brésil. Le petit 1 va donc parler des métropoles qui sont les reflets de la puissance à la fois américaine et brésilienne. Donc d'abord, on va parler des États-Unis dans la première flèche. On comparera juste après avec le Brésil. Aux États-Unis, vous le voyez, il y a une forte métropolisation puisque à la fois la population et les activités se concentrent dans une quarantaine d'agglomérations de plus d'1 million d'habitants. Donc les Américains, on le sait, aiment être concentrés dans des villes importantes qui ont souvent des organisations relativement communes. On va en reparler dans la troisième flèche. Alors au Brésil, on suit un petit peu la même chose, sauf que vous le voyez, il y a un léger déséquilibre puisque les grandes métropoles, c'est-à-dire vraiment celles qui représentent le cœur et le centre économique, politique du pays, elles ont en général tendance à être concentrées vers le sud et le sud-est. Seconde flèche, les villes sont également au cœur du phénomène de la mondialisation. Et bien, vous voyez que les villes américaines, états-uniennes et les villes brésiliennes jouent un rôle très important dans cette mondialisation. Alors, évidemment, de par leur poids politique, Brasilia, Washington, de par leur poids financier. Alors, on sait que les bourses brésiliennes ne sont pas forcément les plus importantes de la planète, mais tout de même, il y a quand même une certaine puissance des bourses de Sao Paulo et de Rio de Janeiro. Alors, évidemment, on évoque la puissance de la bourse de Wall Street, entre autres, mais également de la bourse de Chicago. Donc là, une véritable puissance financière. En termes de recherche, la Silicon Valley est évidemment un modèle du genre, mais au Brésil, on a également de plus en plus d'universités, de centres de recherche qui se développent. Enfin, on a des pôles touristiques dans les deux pays, avec évidemment Rio, Miami, San Francisco, qui sont aujourd'hui des pôles touristiques au rayonnement mondial. Dernière flèche, la mondialisation a une véritable conséquence sur l'armature urbaine, l'organisation donc des villes. Alors à quoi cela se voit ? Déjà, on a dit qu'il y avait, et sur votre carte c'est représenté, une véritable concentration du côté est des États-Unis qu'on appelle mégalopolis. Alors cette mégalopolis qui est également appelée Boswash, donc qui va de Boston à Washington, elle est située au nord-est des États-Unis et elle est le cœur économique mais également le cœur politique du pays. Elle est située ici, vous le voyez, vous l'avez représentée sur votre carte. Alors au Brésil, vous avez représenté une conurbation, c'est-à-dire que les banlieues notamment de ce triangle de métropoles importantes finissent par se rejoindre. Alors parfois on appelle cela également une mégalopole en formation, mais ici comme c'est un petit peu moindre, on appelle ça donc conurbation, je vous l'ai défini dans la leçon. N'oubliez pas que Sao Paulo continue, et ça vous montre à quel point la métropolisation est forte, continue en ne représentant que 3% du territoire, d'abriter 22% de la population brésilienne et surtout 33% du PIB du pays. On termine cette flèche en expliquant que l'organisation des villes américaines et brésiliennes sont de plus en plus similaires puisqu'elles s'organisent la plupart du temps autour d'un CBD, un Central Business District, et surtout elles ont connu un fort étalement que je vous montre à l'écran. Vous voyez ici c'est Sao Paulo, on voit que l'étalement il s'est fait en fait dans la deuxième partie du XXe siècle au fur et à mesure de l'intégration à la mondialisation. Donc c'est un bon exemple ici qui pouvait permettre de conclure ce petit 1. On passe maintenant à notre petit 2 qui s'intitule Des espaces agricoles au cœur de la mondialisation et pour cela, nous allons regarder une vidéo. Le Brésil est devenu le grenier de la planète. Grande puissance agricole, il alimente le monde entier en soja, en sucre, en café et en viande.
Le groupe JBS, leader mondial de la viande, est basé au Brésil. Aujourd'hui, les abattoirs de JBS sont implantés sur tout le continent américain, en Australie, en Italie et en Chine. Le succès de JBS s'appuie sur l'ensemble de la chaîne de création de valeur. Ces bêtes fourniront non seulement des steaks, mais aussi du collagène pour l'industrie cosmétique. Leur graisse sera transformée en détergent et en carburant, leur cuir en chaussures. À l'échelle mondiale, le groupe emploie 140 000 personnes. Ils ont toujours vu les choses en très grand. Dans leur région d'origine, on ne se contente pas de 100 ni de 1000 hectares, mais il faut bien 10 000 hectares et plus pour commencer à se dire fermier. Cette audace, mêlée peut-être d'une certaine naïveté provinciale et confortée par des subventions publiques, a impressionné les marchés financiers. Et tous ces éléments combinés les ont conduits là où ils en sont aujourd'hui. JBS est aujourd'hui la deuxième entreprise du Brésil, juste après le groupe pétrolier Petrobras. Esses caminhões que estão passando aí agora estão todos carregados de soja que está sendo colhida na região norte do estado de Mato Grosso e na região médio norte. Essa soja vai toda transportada de caminhão 2.500 quilômetros até no Porto de Santos, em São Paulo, ou no Porto de Paranaguá, no Paraná. E vai ser exportada para a Europa, para a China ou o Japão. Le pays a toujours bénéficié de conditions très favorables pour se développer. Les pionniers s'émerveillaient des grands espaces, parcourus par de larges fleuves. Un environnement idéal pour l'agriculture, qui est vite devenu un point fort de l'économie américaine. Le pays est le premier producteur mondial de maïs, le deuxième pour le coton, le troisième pour le blé. Cette agriculture est dominée par de grandes structures mécanisées, exploitant de larges surfaces, possédant d'énormes cheptels. À travers cette vidéo, vous comprenez que l'agriculture du Brésil, comme celle des États-Unis, est intensive et productiviste. Alors, normalement, ça reprend des choses que vous avez vues en seconde. Les caractéristiques d'une agriculture intensive productiviste, les voici: des grandes exploitations agricoles qui permettent une production de masse, des rendements élevés, une mécanisation très forte avec beaucoup d'irrigation, et puis l'utilisation de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire tous ces produits qui vont être utilisés pour la croissance des plantes, etc. Et puis on a quelque chose que vous aviez bien vu en seconde également, l'élevage intensif. Donc vous voyez ici les feedlots, c'est-à-dire les parcs d'engraissement pour environ 150 000 bêtes sur cette photo. Là, c'est un paysage des États-Unis. Donc concrètement, ce sont deux pays qui sont très puissants en termes d'agriculture, certes, mais qui utilisent, vous le voyez, des moyens important, intensif et productiviste. Les deux pays se livrent d'ailleurs une concurrence farouche, à la fois sur le continent mais également dans le monde, mais ils n'ont pas du tout le même profil. Là où les États-Unis subventionnent énormément, c'est-à-dire soutiennent, aident leurs agriculteurs, eh bien, le Brésil, lui, se démarque par une grande capacité d'adaptation, c'est-à-dire l'exemple que je vous ai mis dans le cours est tout à fait parlant.
Ils ne produisaient aucun soja en 1970 et aujourd'hui, ils en sont devenus le deuxième producteur mondial. Dernière flèche, on va parler agrobusiness grâce au diapo que je laisse à l'écran. Ça vous permet de comprendre que l'agrobusiness intègre en fait toutes les activités qui sont liées à l'agriculture, à la fois en amont avec les machines, les engrais et en aval avec la distribution. Alors en fait, cet agrobusiness, il permet d'expliquer l'organisation des territoires états-uniens et brésiliens. On a véritablement des espaces qui vont être totalement dédiés à cet agrobusiness, notamment par exemple le Midwest américain. Au Brésil, on va avoir également des véritables greniers à céréales, notamment avec le sud et le centre du pays, et puis des cultures qui sont un peu plus spécialisées près des centres urbains et près également des infrastructures d'exportation, parfois près également même des façades maritimes. On va, exemple, avoir en Californie les fruits, les légumes, et puis les oranges brésiliennes, la canne à sucre, le café, etc. On termine cette leçon par un petit 3 qui s'intitule « Des déséquilibres territoriaux ». Et ce petit 3, nous allons passer un petit peu plus rapidement dessus, car si vous avez appris vos cartes, vous le connaissez déjà. La première flèche parle de la carte sur le Brésil. En effet, les régions brésiliennes, vous le savez, sont organisées en bassins d'exportation avec un sud-est qui est puissant, avec les villes de Sao Paulo et Rio de Janeiro. On va trouver notamment une production de café importante, une industrialisation. C'est tout le contraire de ce qu'on trouve dans le nord-est, qui est une région beaucoup plus pauvre, beaucoup plus en difficulté, notamment avec la crise de l'économie sucrière. Et puis vous avez ici des régions qui sont beaucoup moins peuplées, notamment le centre-ouest et évidemment l'Amazonie, avec des fronts pionniers, c'est-à-dire qu'elles sont en mise en valeur, mais cette mise en valeur se fait parfois au prix d'une déforestation qui est très problématique. La seconde flèche, elle reprend l'organisation du territoire américain avec un nord-est puissant où vous allez retrouver des centres politiques, diplomatiques, économiques importants mondiaux. Alors notamment avec Wall Street, l'ONU, des choses que vous connaissez déjà très bien. Par contre, vous ne connaissez peut-être pas le surnom de cette région, c'est la Manufacturing Belt, c'est-à-dire c'est une région aussi où on trouvait l'industrie du pays. Mais vous savez à travers une leçon qu'on a faite que Détroit, comme Chicago, sont aujourd'hui symboles de cette industrie qui a été d'abord confrontée à une crise et qui a dû se transformer. On l'avait vu à travers l'exemple de Détroit, c'est-à-dire que c'est une région qui a connu une crise industrielle forte et aujourd'hui qui est en reconversion. Détroit, on le rappelle, c'est une ville qu'on a surnommée Shrinking City. C'est tout le contraire de ce qu'on trouve dans le sud du pays avec la Sun Belt. C'est une région avec beaucoup d'aménités, c'est-à-dire des atouts, des ressources en hydrocarbures importantes, un paysage qui est évidemment très beau. Vous avez le soleil, donc un héliotropisme lorsqu'on est attiré par le soleil. Vous connaissez probablement ce mot qu'on a déjà vu en seconde et en première. Et puis évidemment la proximité avec des interfaces maritimes et avec le Mexique, ce qui permet évidemment, puisque c'est un espace ici frontalier, d'avoir une vraie dynamique, ne serait-ce que par l'implantation des maquiladoras dont on a déjà parlé. Alors quelques symboles de cette puissance, vous allez trouver ici Airbus, vous allez trouver ici la Silicon Valley, vous allez trouver la NASA également dans cette zone. Bref, c'est une zone qui est très symbolique de la puissance américaine. Et puis, on termine par cela, vous avez l'intérieur du territoire, qui est une périphérie qui est aussi exploitée, avec évidemment aussi les surfaces agricoles, on l'avait dit, très importantes dans ce pays, mais aussi des fronts pionniers avec l'Alaska. Et puis, pour terminer, vous avez des parcs nationaux qui sont très valorisés aussi dans cette zone. Voilà, donc pour la conclusion, évidemment, vous avez remarqué qu'entre les dynamiques territoriales américaines et brésiliennes, il y avait de gros points communs, mais il y a aussi des différences qui sont liées souvent à l'intégration dans la mondialisation et à la façon dont les territoires ont été mis en valeur. Et en général, ça reflète la puissance des deux États. J'espère que cette leçon va vous servir à mieux comprendre les deux cartes que vous aviez à apprendre. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des soucis, et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.